Créer une application, c'est souvent comme partir sur un coup de tête faire le tour du monde à vélo. Au début, tu ne sais pas encore très bien quelle route tu vas prendre, ni même si le vélo va tenir la distance. On espère voir des troupeaux entiers d'utilisateurs nous suivre sans forcément anticiper toutes les araignées dans les chaussures, les crocodiles qui guettent dans le fleuve ou encore les pneus qui crèvent et les chaînes qui vont dérailler. Mais alors, comment partons d'une idée, d'une simple idée étudiante à un projet qui soit actuellement utilisé? Comment choisir la bonne techno? Et surtout, 3 ans plus tard, est-ce qu'on prendrait encore la même route? Pour répondre à toutes ces questions d'écosystème, de vélo, je ne reçois pas Lance Armstrong, mais il s'y connaît en vélo. Nicolas, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Nicolas, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Oui, ça marche. Du coup, je m'appelle Nicolas et je suis développeur mobile depuis, on va dire, 2017. Et avant, j'ai fait beaucoup de développement plutôt électronique et informatique. Okay. On va dire 80% d'électronique et 20% d'informatique. Et ouais, je suis développeur mobile et principalement avec Flutter. Mais je ne suis pas fermé à d'autres technologies, ça dépend de ce qu'il y a à faire. Mais plutôt sur Flutter actuellement. Et j'habite à Nantes. Ok. Donc l'idée, effectivement, c'est que tu viens de nous parler de cette histoire. Donc tu as créé une application from scratch, alors que tu as décidé de faire en Flutter. Donc on creusera aussi un peu le cas de Flutter, parce que c'est toujours aussi un peu le spectre, le prisme de ce podcast. Mais donc tu es parti d'une idée, et puis tu as créé ce projet. Donc tu as aujourd'hui un projet qui est utilisé de manière mondiale par différents acteurs dans ce domaine-là. Donc pour commencer, déjà, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'émergence de l'idée et comment tu en es arrivé à te dire on va en faire une app mobile? L'émergence, c'est pas mal, parce qu'avec le thème, ça va bien. Du coup, moi, j'ai créé en fait un projet qui s'appelle WeSpot Turtles, qui est là pour faire le suivi des tortues marines dans le monde entier. L'idée, elle m'est venue après une mission d'éco-volontariat en Polynésie française, où je suis parti en 2010 avec une association qui s'appelle Planète Urgence, qui est à Paris, qui envoie des volontaires sur leur temps de travail pour aider des ONG qui sont un petit peu partout dans le monde. Il y avait une ONG du coup qui s'appelle Temana Otemoana, qui est à Tahiti, qui s'occupe des tortues. Et je suis allé là-bas, et au retour de cette expérience-là, qui était d'aller suivre des tortues, alors pas d'ordinateur, pas de téléphone, rien du tout, des canoës, de l'eau, de la galère, etc., des papiers, des crayons pour noter toutes les informations. Mais il fallait faire le suivi de nuit et de jour de ces fameuses tortues marines. Voilà, pendant 15 jours. Au retour de cette mission-là, moi, en tant que dev, à la base, même si je faisais beaucoup d'électronique, mais en tant que dev, je m'étais demandé qu'est-ce que je pourrais faire pour les aider. J'avais trop envie de les aider, mais pas trop de compétences, pas de compétences en com, marketing, rien. Donc, mais donc, quand tu es parti, t'as pas été envoyé là-bas parce que tu étais dev et que tu pouvais apporter cette compétence. Tu es juste allé aider sur un projet. Ouais, c'est ça. En fait, l'ONG, à l'époque, permettait de partir pour soit des compétences plutôt techniques. Mm-hmm. Donc moi, j'aurais pu partir pour aller faire des sites internet plutôt, mais c'est pas trop mon truc. Mm-hmm. Ou alors aider plutôt dans l'informatique. Mais c'était aider des humains. Ou alors un côté biodiversité, où là, il n'y avait pas besoin de compétences techniques, enfin en tout cas pas trop, pas sur le papier. Mais par contre, ils avaient juste besoin de mes bras, mes jambes et d'être là physiquement. Et donc, je suis parti pendant 15 jours où il y avait besoin de faire 6 heures du soir, 6 heures du matin, le suivi sur les plages la nuit pour voir des tortues qui montaient, pour récupérer des informations, prendre des photos de l'ADN, etc. Et le jour, de 6 heures du matin, on va dire 7 heures avec un petit-déj, jusqu'à 18 heures le soir, il y avait le suivi de toutes les traces sur l'atoll. Donc, ce n'était pas du tout technique, même si à un moment, il fallait passer du papier à un tableau Excel, par exemple. Mais on restait sur un vieux tableau Excel, sur un ordinateur assez vieux, et on imagine tout ce qui va avec sur un atoll en plein milieu du Pacifique, donc pas forcément
assez de batterie, de la batterie pour 1 heure et demie, etc. Et ouais, effectivement, quand je suis rentré, je me suis demandé qu'est-ce que moi je pouvais faire pour les aider. J'avais trop envie de les aider. Ça a changé ma vie d'être allé là-bas, mon regard sur les choses, l'envie d'aider encore plus d'associations. Et je m'étais dit, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis toujours dit, ouais, je pourrais peut-être essayer de faire un projet, quelque chose. Mais voilà, la vie passait, la vie est passée. J'ai continué à bosser dans ma première boîte avec laquelle j'étais parti là-bas. À côté de ça, en parallèle, j'ai fait plusieurs missions d'éco-volontariat. Et une des dernières missions, c'était en Équateur. Et en fait, j'étais avec quelqu'un, Thierry, qui m'a ouvert les yeux sur le fait que la forêt amazonienne avait besoin d'être protégée. Mais là, je l'ai vu en vrai se faire détruire. Et forcément, quand je suis rentré, je me suis dit, bah non, je ne peux plus travailler là où je travaillais. Parce que du coup, je vais le dire, mais je suis transparent. Je travaillais dans la recherche pétrolière et de gaz naturel. Okay. Alors qu'au quotidien, un petit peu plus qu'au quotidien, j'allais aider des associations de protection de biodiversité. Et avant que ça devienne la mode, entre guillemets, en 2016-2017, quand je suis allé en Amazonie, je suis revenu et je me suis dit, bah non, là, il faut peut-être s'aligner un peu. Je ne peux plus continuer à travailler là-dedans. Et en tout cas, je n'ai plus envie. Et c'est là où je suis parti d'abord faire un diplôme, parce qu'en fait, ça faisait 13 ans que je travaillais dans la même chose, dans le développement, mais que je n'avais pas de diplôme en dev, parce que j'avais tout fait dans l'électronique. Donc je suis allé passer un diplôme, juste pour signer en bas au bout de 6 mois, parce que j'avais déjà toutes les connaissances de base. Et puis c'est là où j'ai rencontré un prof d'Android natif, et qui m'a dit, bah, Nicolas, si tu veux, si ça t'intéresse, parce que pour moi, c'était inaccessible de faire des applis mobiles, parce que, encore une fois, je ne connaissais rien. Pour moi, c'était flou, et je me disais, c'est pas possible de faire des applis, c'est trop dur pour moi. Et il m'a dit, bah, vas-y, on a 1 semaine de projet, tu trouves une idée, et tu verras, grâce à l'idée, tu vas avancer, et tu vas aller encore plus vite. Et c'est là qu'est né, alors à l'époque, ça s'appelait Spot a Turtle. Et pendant 1 semaine, j'ai fait une appli où je me suis dit, bah, je vais faire une appli pour faire le suivi des tortues. Et puis tout ce que je notais sur en papier crayon, etc., que je notais sur des Excel, bah, on peut utiliser un téléphone. On peut prendre les photos directes. Les photos ne sont pas perdues, parce que c'était des cartes SIM, etc. Les données papier, après 2h30 de canoë-kayak, elles finissaient avec de l'eau dessus, tout disparaissait, on perdait tout. Avec le téléphone, elles ne sont plus perdues. Et donc j'ai créé, voilà. Tu peux encore perdre le téléphone, mais ça c'est un autre problème. Tu peux perdre le téléphone. Après ça, bon, faut faire quand même attention au téléphone. Mais il y a quand même moins de risques. Et puis tout le monde en a un. Et donc c'est dans les mains de tout le monde d'avoir ce suivi. Et en tout cas, à la base, c'était pour bosser en fait de nouvelles technos que je ne connaissais pas. Et donc, de façon simple, j'ai commencé à faire quelques écrans grands classiques avec des listes, le détail d'un élément dans une liste, etc. Et puis à découvrir le mobile, et je me suis dit, en fait, c'est trop bien le mobile, j'ai envie de faire du mobile. Et j'ai quitté ma boîte en disant, j'arrête là. Et tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu t'en vas? Ça fait tellement longtemps que tu es là, tu es bien et tout. Je dis, bah oui, mais en fait, j'ai envie de faire autre chose et j'ai envie maintenant d'aller vers du mobile. Et ce sera plus facile dans d'autres entreprises de trouver et puis de changer de sujet et surtout de ne plus travailler pour certaines entreprises. Et je suis parti dans une petite boîte à Nantes où je suis resté peut-être 8 mois où en gros j'ai appris beaucoup. Parce qu'on travaillait on a fait l'application de Sushi Shop, Android iOS. On travaillait avec des studios qui étaient à Paris, etc. Donc j'ai appris beaucoup en peu de temps. Très condensé. Après, je suis parti dans une ESN pour tester le ESN, parce que je ne connaissais pas et je ne voulais pas avoir d'a priori. Je suis resté, pareil, 6-8 mois, parce que j'avais envie de faire encore plus que ce qu'on me proposait. Et je suis retourné un petit peu rapidement, quelques jours après ma DEM. Je suis parti vers mon ancien amour, qui était l'industrie plus les applis mobiles. Et je suis allé dans une boîte qui faisait de la logistique. Donc, je faisais plus des applications mobiles natives, Android, pour de la logistique intérieure, extérieure des entrepôts. Okay. Et je vais arriver enfin à notre sujet. En fait, en 2000, comme tout le monde, il y a eu le Covid de 2019-2020. Et ça m'a montré qu'en fait, j'étais capable de travailler de chez moi. Et ce que je ne pensais pas pouvoir faire. Et je me suis dit, vas-y, je vais me lancer avec l'aide d'un collègue qui m'a dit, mais Nicolas, tu peux partir, tu sais tout faire toi-même, autant essayer de tenter justement de faire tes applications par toi-même et tes sujets, choisir tes sujets, etc. Donc je suis parti, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, je vais prendre 6 mois. Donc j'ai créé mon entreprise, je suis devenu freelance pour faire des applications mobiles, et j'ai pris 6 mois en me disant,
le petit sujet là que je baladais sur mon canapé pour faire de l'Android natif, faire du Swift, faire le back, je l'ai fait en Symfony, enfin je l'ai fait en un peu de tout, en ASP.NET Core, vraiment juste par rapport aux nouvelles techno pour les apprendre, pour voir ce que ça donnait. Est-ce que j'en ferais pas quelque chose et que j'appellerais l'assaut en leur disant ça y est, en fait j'ai fait un projet, est-ce que ça vous intéresse de faire quelque chose avec moi? Et c'est ce que j'ai fait pendant quelques mois. Et en fait, très rapidement, j'ai un copain qui m'envoie un message en me disant tiens, il y a une Australienne qui cherche à lever des fonds pour faire une application de suivi des tortues. Et là, j'ai dit c'est fou, on est 2 dans le monde. je la contacte, je lui envoie un petit message. Et pour elle, maintenant que je la connais, c'était un message qui lui paraissait très bizarre. Un Français avec un anglais dégueulasse qui lui dit j'ai une application de tortue, on peut faire quelque chose ensemble, etc. Ça lui paraissait très très étrange. Et elle, naturellement, me dit si tu es vraiment quelqu'un qui fait ce que tu es en train de dire, prouve-le-moi. Et moi, direct, j'ai dit ok, laisse-moi 1 mois ou 2, le temps que je fasse l'application. J'avais entendu à un DevFest, j'avais assisté à un Code Lab où ça m'avait permis de faire justement toute ma veille technologique. Et j'avais assisté à un Code Lab sur Flutter. Et je m'étais dit dans un petit coin de ma tête, le jour où j'ai envie de rapidement balancer ça en prod, une appli mobile, je ferai ça en Flutter. Et voilà, du coup je me dis, par rapport aussi aux gens que j'avais pu rencontrer, donc c'est une histoire d'un peu d'humain, de communauté, de réseau, je me dis, vas-y, Flutter, hop, je me mets à faire en Flutter. 1 mois après, je sors la première version sur les stores, vraiment basique, donc une appli qui permet de faire le suivi d'observation de tortue avec un formulaire assez simple, des photos, des informations sur la tortue, ce qu'elle fait, etc. Et je montre à, du coup, Kathleen, qui est australienne, et qui me dit en fait, c'est une vraie appli que tu as fait, elle est trop belle et tout. Je dis trop bien, si ça te plaît, essayons de faire quelque chose ensemble. Et c'est comme ça qu'à distance, on s'est associés. Et on s'est associés donc à distance. Et je ne sais pas si je dis tout de suite, mais le gros plus, c'est que quelques mois après, en étant un peu dans la communauté, enfin beaucoup dans la communauté Flutter, j'ai été contacté par Google pour d'abord être dans un article de blog sur le Android for Developer, et puis Google for Developer, ou Android Blog et Google for Developer. Et quand on m'a dit ça, j'y ai pas trop... Enfin, j'y ai cru parce que c'était des vrais gens de chez Google qui me proposaient ça. Mais j'ai surtout halluciné. Je me suis dit, en tant que dev, je vais apparaître sur le truc de Google. Donc j'étais fou. Et voilà, donc quelques semaines après, on me valide notre passage. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, on ne s'est jamais rencontrés. On ne se connaît qu'avec Kathleen que par visio. Et on dit, oui, on a tout fait à distance depuis 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Parce qu'ils nous demandaient des photos tous les deux. Et on dit, mais on n'en a pas, on en a chacun de notre côté, mais on n'en a pas. Alors voilà, donc ça se termine comme ça. Et puis ils nous disent, vous serez dans la prochaine campagne pour l'année prochaine. Donc, moi déjà, trop bien, jamais de la vie, j'aurais imaginé faire ça. Et on va dire 3 semaines après, j'ai un contact, qui est quelqu'un qui m'appelle, qui est directeur marketing à Google, et qui me dit, on fait ce genre de film-là, et il m'envoie un lien de la playlist de YouTube de Google, et c'est une campagne qui s'appelle We Are Play, et ce sont des films qui racontent les belles histoires, sans parler technique, et des belles histoires qu'il y a derrière les applications du store. Donc c'est pour promouvoir le store, d'accord, mais en vrai, si on nous contacte, c'est donnant-donnant. Moi, je suis trop content de faire quelque chose avec eux. Donc il me dit que tout ça, c'est provisoire, enfin que c'est pas sûr, quoi. Faut passer tout un tas d'étapes. Je passe tout un tas d'étapes et il finit par me contacter au mois de septembre en me disant, en fait, on t'annonce un truc trop cool, tu pars en Australie. On fait le film en Australie et pas en Polynésie française, parce qu'à la base, ils voulaient aller là-bas. On fait le film en Australie et on t'invite là-bas pour rencontrer Kathleen pour la première fois, et on va faire une histoire autour de tout le projet et de la belle histoire entre l'Australie, la France, etc. Canon. Et voilà comment ça a mis un énorme coup de projecteur sur le projet. Ouais. Avant de revenir sur les détails un peu techniques, parce que tu as évoqué des choses que je trouve intéressantes et sur lesquelles j'aimerais revenir. Avant ça, j'aimerais parler un peu de cette... alors, j'ai pas envie de parler de vocation, parce que je trouve ça... c'est un mot qui est parfois un peu mal utilisé ou un peu galvaudé. Okay. Mais j'aime bien cette idée de se dire que tu as des compétences à disposition qui peuvent avoir un impact réel sur le monde, et tu as une prise de conscience de en fait, ce que je suis en train de faire n'est pas aligné avec ce que j'aimerais être,
Bon, tu as quand même fait un espèce de saut dans le vide un peu en disant on quitte une situation stable pour ça. Euh, ça a été quoi comment tu as fait en fait pour prendre cette décision, pour prendre ce risque-là et te dire ok, il faut que je mette mes compétences au service de quelque chose avec lequel je suis plus aligné? En vrai, c'est ma personnalité, j'ai jamais réfléchi. Et je pense que c'est toutes les étapes de ma vie, c'est ça. Mais j'ai jamais réfléchi, même en couple, hein, c'est perso, hein, mais si on parle de couple, on n'a jamais réfléchi. Et je pense je suis comme ça, on est comme ça, je suis comme ça. Et ça, j'y ai pas réfléchi. En fait, je suis rentré, j'ai été tellement marqué parce que j'ai vu la personne pleurer parce que les arbres avaient été coupés. Et moi, le matin au petit-déj, quand on me demandait mon boulot, j'étais là, je travaille dans l'informatique. Mais je n'assumais pas, quoi. Et puis, ça faisait plusieurs années que j'avais rencontré des gens qui sont beaucoup dans la solidarité internationale et qui me disaient, tu sais, Nicolas, moi je disais, je suis trop content. Après mon BTS, je suis quasiment, pas l'un des seuls, mais on est quelques-uns à avoir un vrai job dans l'électronique pure, de faire du télé électronique, etc. Donc trop content. Et puis, je regrette rien. J'ai appris énormément, tout ça. Mais en vrai, je me suis dit, non, vas-y, j'ai envie de changer. Et puis, je sais pas, il y a eu le déclic comme ça, juste, je suis revenu, je me suis dit, au lieu d'attendre depuis des années, je suis parti. Et c'est vrai que c'est un énorme saut dans le vide parce que je savais pas du tout ce que j'allais faire après. Même le coup du mobile, en vrai, je savais pas, je savais juste que je voulais plus travailler pour ce... Et, et puis même pourquoi j'ai même pas réfléchi, je me suis dit, non, j'ai plus envie de travailler pour eux, je trouverais bien quelque chose d'autre. Et puis, il y a eu ces rencontres qui ont fait que je me suis plus lancé vers la partie mobile. Mais en vrai, il n'y a pas eu 6 mois où je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, machin. Je me suis dit, non, en fait, j'ai plus envie de faire ça. Et maintenant, je veux plus travailler pour ce genre de projet-là. Et voilà, ça se fait ça se fait rapidement et naturellement parce que en moi, ça s'alignait pas avec ce que je faisais. Donc, j'ai même pas cherché à me dire, à savoir qu'est-ce que j'allais faire, quoi, et à savoir pourquoi je partais. Alors, en vrai, je pense que j'ai surpris tout le monde. Je sais plus trop comment ça s'était passé en 2017, mais quasiment du jour au lendemain où je suis venu en disant je m'en vais. Et puis je m'en vais pour justement faire un diplôme et aller faire autre chose, quoi. Enfin, aller développer sur d'autres projets, etc. Après, il y a des choses en parallèle, quoi. C'est que moi, je suis fan de tout ce qui est design, etc. Tout le côté changer de projet toutes les 3 semaines, ça me va. J'aime ça. J'aime ne pas être... j'ai des idées, j'en ai plein la tête qui me passent tout le temps sur plein de choses différentes. Du coup, ça, ma tête mixée avec le fait d'avoir fait des missions d'éco-volontariat, dans chaque mission d'éco-volontariat, j'ai envie de leur faire une appli. Et qui n'est pas forcément une appli mobile, mais j'ai des idées pour chacune des missions où je suis allé. Je suis revenu en me disant, faudrait que je fasse ça. Et j'ai un petit carnet où j'ai noté les différentes idées que j'ai. Mais j'en ai tellement que ça m'a paru naturel et à aucun moment j'ai eu peur de partir et de me dire comment je vais faire. J'ai jamais regretté non plus. Ouais. J'ai plus regretté le côté humain, mes collègues, le côté vraiment humain. Après, le côté technique et de bosser dans ce que je bossais, j'ai jamais regretté. Je me suis lancé comme ça. Quand tu disais que tu n'avais pas forcément réfléchi, tu parlais du fait qu'au moment où tu as posé ta DEM, tu n'as pas forcément essayé de te projeter sur l'après, ou c'est que tu es arrivé dans ces métiers-là sans forcément te poser de questions, parce qu'en fait, on te proposait un taf qui était intéressant, et du coup, tu vois, j'essaie de voir, quand tu dis que tu n'avais pas réfléchi, c'est de quel côté de... c'est du côté... non, on ne m'a pas proposé de taf qui était intéressant. Si c'est de ce côté-là que tu veux dire. Non, mais parce que dans le sens... ma question, c'est est-ce que tu n'as pas réfléchi à ce que tu allais faire après et tu t'es juste lancé, ou c'est que quand tu étais jeune et que tu as commencé à bosser, tu es arrivé dans ce secteur-là, on t'a proposé un taf qui était intéressant, oui. Et tu t'es pas posé de questions au-delà de ça, de pourquoi le taf, il était là? Clairement, okay. Oui, c'est ça. D'accord. ouais, quand je suis arrivé, j'avais 21 ans, je sortais tout juste de mon BTS. À l'époque, je n'aimais pas l'école, etc. Donc, trouver un taf quasiment direct, genre un mois après avoir fini mon BTS. On n'a pas envie de faire la fine bouche ou de... Je suis allé, déjà j'allais tous les matins, j'avais une agence de travail temporaire. D'intérim, merci. Qui était en bas de chez moi. Donc, j'avoue, j'étais très aidé pour me lever et aller me recoucher direct après. Mais à 8h, j'étais devant tous les jours. Et au bout d'un moment, la personne me dit... on t'est motivé, tu viens tous les jours et tout. Je dis ouais. Et puis si jamais vous avez quelque chose pour moi, donnez quoi. Et une semaine ou deux après, elle me dit tiens Nicolas,
dans une ville à côté de Nantes. Il y a de l'électronique, c'est dans le pharmaceutique, ça te va? J'ai dit oui, pharmaceutique. Je suis arrivé là-bas, je commence à lire les brochures, je fais, mais c'est pas du tout des trucs de pharmacie. Et j'ai compris, quand j'y étais, qu'en fait, c'était une boîte qui fait de la recherche pétrolière et de gaz naturel. Effectivement, moi j'étais trop content. Hein. Enfin, je regrette rien des 12-13 ans que j'ai passé là-bas. J'ai appris énormément. Enfin, c'est même mes collègues, les premiers collègues qui m'ont formé, quoi. J'étais un bébé à former dans le dev. J'ai fait 12 ans de C, C++, de l'électronique, etc. J'y connaissais rien. Un grand merci à eux. Et clairement, au bout d'un moment, quand on est dans la même boîte, moi au quotidien, je me rendais pas compte forcément des impacts que ça avait. Et puis c'était un moment de ma vie où je me posais pas ces questions-là. Même si dès 2010, j'ai commencé à faire des missions de biodiversité. En fait, je faisais pas le parallèle de ce qui allait pas d'un côté et de ce que je faisais de l'autre. Et puis, entre guillemets, c'est facile. Ce serait facile pour moi de dire, de taper dessus et de dire que dès le début, j'avais pour objectif de faire ça. En vrai, non, j'ai jamais réfléchi. Je suis allé dans cette boîte-là parce que c'était le seul taf qu'on me proposait et que ça me plaisait. C'était de l'électronique. J'étais content d'allumer des LED avec un ordinateur. Et l'impact, elle est venue après, quand j'ai vieilli, on va dire. Donc, mais jeune, j'ai jamais pensé à ça au début. Okay. Le deuxième point aussi que tu as évoqué, que je trouve marrant, c'est que tu racontes les différents voyages que tu as fait, qu'à chaque fois, tu as imaginé une application à leur mettre à disposition. Est-ce que tu crois que ça, c'est inhérent à notre... qu'on a un métier qui est tellement particulier que quand on arrive quelque part, on ne s'empêche pas de penser, en fait, en fait, ça, moi, je le ferai comme ça, parce que... je n'ai jamais été à dire ça, je le ferai comme ça, mais c'est plutôt, pour moi, c'était évident. Il y a des choses où je me dis, ils passent tellement de temps avec des ordis qui n'ont pas de batterie. 1 heure de batterie pour trier 1000 photos. Moi, ça me donne une idée d'appli. Hein. Je me dis, l'appli, elle peut reconnaître les photos, elle peut mettre une interface autour où on dit, est-ce que c'est le même animal? On clique sur oui, ça remplit direct un fichier Excel. En 1 demi-heure, c'est fait. On peut passer 3 heures de plus à aller dans la jungle pour étudier les animaux. Alors que là, c'est des fois, je disais 1h30, mais allez, on va dire que l'ordi dure pendant 4 heures. C'était 4 heures de perdu le matin. Et tous les 2-3 jours, parce qu'il fallait aller relever les caméras trappes. Et je me dis, là, on peut faire une appli. C'est plutôt dans ce sens-là, pas sur quelque chose qui existe déjà et que je viendrais en disant moi j'ai entre guillemets une meilleure idée. Non, moi c'est plutôt il y a rien, il n'y a pas d'appli et je me dis mais le temps qu'on pourrait gagner en faisant ça, on pourrait le mettre à faire autre chose, quoi. Et je pense que ça peut les aider, et puis ça leur plaît, c'est sûr. Okay. Pour revenir du coup sur des considérations peut-être un peu plus techniques par rapport au centre du podcast. Donc tu t'as dit que cette application, cette idée d'application, t'a servi pendant ta formation pour tacler à chaque fois différentes technos. Donc tu l'as fait en plusieurs technos. Ouais. Et quand tu as eu l'occasion entre guillemets de le faire de manière définitive, tu as choisi de le refaire dans une autre techno plutôt que de reprendre la base de... Oui, parce qu'en fait, c'était un side project. Donc en vrai, quand je dis des fois que je l'ai fait dans mon canapé, vraiment, hein, je le faisais le samedi quand j'avais envie. Donc voilà, très peu. Et je ne suis pas forcément allé au bout à chaque fois de tous les écrans, etc. Mais oui, si on parle juste de l'appli mobile, je l'ai faite en Android en Java à l'époque. Je l'avais refaite en Kotlin après. Et quand je dis je l'ai refaite, elle n'était pas à 100%. C'est-à-dire que j'avais quelques écrans. J'avais compris comment ça fonctionnait, compris les idées. Et surtout, plus je faisais ça, plus j'engrangeais de la connaissance sur le mobile même en général. Je l'avais même faite, pareil, je dis faite, mais j'avais fait des morceaux pour comprendre comment marchait React Native. J'avais fait le bac en Symfony, en ASP.NET Core. Je l'ai fait en Angular aussi. Mais quand je dis fait, pareil, jamais poussé jusqu'au bout. C'est comme là, les gens qui vont utiliser l'IA, qui ont plein d'idées, comme moi, on ne va pas jusqu'au bout des trucs. Il y a un moment, il faut se fixer, il faut aller jusqu'au bout. Et effectivement, au moment où j'ai eu envie, en fait, j'avais un impératif, c'est de le foutre en prod. Et rapidement, je suis allé vers une nouvelle techno. Parce que pour moi, c'était évident de le faire dans une techno qui était déjà cross-platform et qui n'était pas native, parce que j'en voyais pas l'utilité concernant les performances. J'affiche, je prends des photos, j'ai de la localisation, j'utilise des formulaires, qu'il y en ait 4, 5, 10, c'est des formulaires classiques. J'enregistre dans une base de données distante, en local,
ça s'arrête là. Ouais, les fonctionnalités sont suffisantes. T'as pas les derniers trucs à jour, les dernières API de chaque téléphone, quoi. Bah, en fait, surtout avec la techno que j'utilise, Mm. tout est à jour et niveau performance, j'ai pas besoin, je Ouais. fais pas un truc, je sais même pas quoi citer qui serait pas Ouais, complètement. assez bon, quoi. Mais tu vois, comme tu disais que tu avais un impératif de le mettre en prod, Ouais. t'aurais pu, comme tu l'avais déjà commencé en React Native, Ouais. tu aurais pu te dire, bah, j'ai déjà un truc, React, je connais un peu parce que du coup j'en ai déjà fait. T'as pas enfin, je vais pas dire la logique parce que c'est pas l'optique, mais tu aurais pu facilement te dire, bah, je vais aller plus vite sur une techno que j'ai déjà un peu bricolée, plutôt qu'une que je connais pas du tout. Bah, peut-être qu'après, c'est une histoire je sais pas comment on dit, mais de ressenti de la techno que j'ai peut-être moins aimé. Et après, c'est le côté aussi humain avec la tech, le fait d'avoir rencontré des gens qui en parlaient, d'avoir l'impression qu'il y ait plus une communauté, ou en tout cas que j'arrivais à intégrer, enfin qui me plaisait côté Flutter, du coup, si on parle de la techno. C'est peut-être pour ça que j'ai refait. Et aussi parce que c'est celle que j'avais pas utilisée et que j'avais envie de tester. Parce qu'en vrai, pourquoi je l'ai fait dans tout, c'était aussi pour tout tester. Et en fait, quand j'ai eu besoin, je me suis dit, j'avais justement assisté au Code Lab, où j'avais refait 2-3 Code Lab qu'il doit y avoir sur le site, ou regarder des vidéos YouTube, je pense. Et je me suis dit, ça me plaît. Et c'était peut-être plus frais dans ma tête. Ok. Et je me suis dit, go le faire en Flutter. Et en fait, c'est allé tellement vite que ça m'a plu. Ça a été quoi le ou les arguments qui t'ont donné envie de te lancer sur Flutter? Bah après, c'est le même que pour toutes les technos cross-platform, que ce soit cross-platform. Et après, j'ai envie de dire, il n'y avait pas trop d'autres parce que moi, je suis pas Mais, dans la. mais, Oui, mais pour toi, qu'est-ce qui toi t'a convaincu? Qu'est-ce que tu t'es dit? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je vais le faire en Flutter? bah juste mon ressenti, il n'y a rien qui m'a Ok. donné envie et plus parce que justement, ce que j'allais dire, c'est que je suis pas dans la guerre des technos. Je suis pas pour une techno en particulier. Je suis prof de Flutter maintenant. Je donne des cours dans plusieurs écoles à Nantes. Et en fait, je leur dis, alors là, moi, je vous fais un cours de Flutter, mais voilà, moi, je peux, enfin, justement, j'ai appris les autres technos aussi. Ça me permet en cours de leur dire des références à ce qu'ils ont l'habitude de voir dans d'autres trucs, pour leur dire, bah, ça, ce concept-là, c'est ça dans une autre techno, etc. Et je suis pas du tout pour la guerre de clocher. Moi, si demain, il y a justement Kotlin multiplateforme qui est plus utilisé, etc., que ça prend le lead, bah, go, hein. Moi, je suis vraiment, j'ai fait tellement de technos différentes que je suis attaché à aucune. Après, ce serait peut-être plus l'humain maintenant, que je suis plus intégré dans la communauté Flutter, même à l'international. J'aurais du mal parce que c'est devenu des gens Mhm. où j'aime discuter avec eux. Il y a un vrai lien, on peut discuter ensemble très facilement alors qu'on n'habite même pas dans le même pays, etc. Et qu'on est lié avec Flutter. Mais en vrai, ouais, pourquoi je l'ai plus choisi celle-ci par rapport à d'autres? C'est sûr que c'est pour le côté cross-platform. Et après, j'aurais pu très bien faire du React Native, mais je sais pas, j'aimais moins la façon dont c'était fait. Ça me parlait moins et je suis parti vers ça. À l'époque, il y avait aussi Xamarin, j'en avais fait un tout petit peu Ouais. pour tester. Et pareil, je sais pas, moi ça me parlait pas, c'est ce que je faisais un peu au boulot, d'avoir fait du C# et du coup d'avoir fait un peu de Xamarin, je voyais comment ça marchait. J'avais pas forcément envie, mais vraiment c'était plus par feeling. Et pourquoi Flutter, j'ai juste choisi comme ça Ok, et ça s'est j'entends. bien passé. Donc, 3 ans après, ça fait 3 ans, c'est ça que tu as lancé après 3-4 ans? L'appli, un peu moins, enfin, quoi que le temps passe vite. L'appli, on a dû la lancer en juillet 2022. Ouais. Ok, ouais, donc, ouais, 3 un ans. peu plus de 3 ans. Ouais, plus de 3 ans. Le Euh, temps passe vite. Du coup, 3 ans après, donc maintenant en plus, tu es quand même beaucoup plus impliqué dans Flutter, tu donnes Oui. des cours de Flutter. Ouais, ouais. C'est quoi euh, c'est quoi les trois, enfin, les X trucs que tu apprécies chez Flutter au quotidien, dans l'usage de la techno, et à l'inverse, des trucs qui sont peut-être un peu plus, parfois un peu, qui nécessiteraient peut-être une mise à jour. Ok. En fait, de l'utilisation que j'en ai, j'utilise toujours des choses assez basiques. Après, ce qui est moins bien que d'autres, je vais dire une bêtise, mettre des points-virgules à la fin. On a Kotlin où il n'y en a plus besoin. D'en mettre, ça m'énerve. Et de faire la transition de passer d'Android à Flutter, ça peut être embêtant, mais ça, c'est vraiment un tout petit détail. Non, après, le framework, il évolue, même si certains disent qu'il évolue pas assez vite.
Il y a des choses des fois qui sont majeures, qui ne sont pas forcément prioritaires, parce qu'on ne se rend pas compte, mais l'équipe, je pense, elle n'est pas si grande que ça. Et du coup, ils priorisent des choses, ils ont perdu du temps sur des choses où ils ont fini par abandonner. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu le lot de toutes les technos. En vrai, j'ai pas de truc vraiment négatif ou à l'extrême qui est mieux qu'un autre. Si on peut faire un petit détour, je vois plein de posts sur LinkedIn qui font toujours dans le sens de dire de vanter Kotlin multiplateforme ou KMM, ouais, ou alors de vanter React Native ou personne ne le fait, mais de vanter Flutter, mais en mettant que des choses qui sont valables pour toutes les autres. Et en fait, pour moi, de dire qu'il y a des plus ou des moins, c'est juste des guerres de clochers et des gens qui ont une appétence pour une techno ou une autre. Peut-être qu'il y en a qui sont fans d'aller sur Maui, là, le nouveau Xamarin. Allez-y si ça vous plaît. Il y a des gens qui font du WinDev, allez-y si vous voulez faire ça. Moi, j'ai pas de trucs positifs, négatifs. Je sais que la communauté, par rapport à Flutter, il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément traitées tout de suite. Mais moi, dans mon utilisation, je vois pas de limite actuellement à ce que j'utilise, par rapport à ce que j'utilise. Donc, en fait, ce que tu dis, avec lequel moi je suis quand même relativement aligné, c'est que pour, on va dire, peut-être 80%, peut-être qu'on pourrait pousser jusqu'à 90% des use cases réels des applications, toutes les technos multiplateformes se valent à peu de choses près. Oui. Et qu'en fait, à part pour les 10% très précis, où il y a peut-être des choix qui peuvent se mériter, mais au-delà de ça, il n'y a pas de... Ouais, et encore, j'aimerais qu'on me montre les 10% qui restent et qu'à un moment, on fasse des vrais bancs de tests, des bancs d'essais et de comparaison. Peut-être qu'il y a des gens, à la suite de ça, qui vont répondre et qui vont dire « regarde là les performances ». Est-ce que les performances, elles atteignent vraiment, elles gênent vraiment l'utilisateur à la fin ? Parce que le truc, c'est aussi ça. Est-ce que... parce qu'au début, on pouvait peut-être dire Flutter un peu moins bon sur les listes, au tout début qu'il existait, etc. Il y avait des bugs même. Les bugs, ça arrive dans tous les frameworks, etc. C'est corrigé après. Des histoires de performance pour des chargements de listes, etc. Est-ce que maintenant qu'on est quand même tous les uns auprès des autres, il y en a peut-être un qui est plus performant que l'autre, est-ce que l'utilisateur le voit, quoi ? C'est peut-être justement dans ces 10% de cas où tu as une application qui est un peu particulière, qui, je sais pas, peut-être a des listes qui sont hyper longues ou des cas d'usage un peu particuliers qui vont faire que le choix en fait devient critique, quoi. Après, c'est là où je suis pas assez au fait de quel est le cas critique vraiment qui fait que une entreprise en France dise non, moi je veux une équipe Android et une équipe iOS. Que quelqu'un me réponde. Mais ça, après, le choix du natif versus le multiplateforme, ça pour moi c'est un autre débat. Okay. C'est-à-dire que y a, là, ma question était vraiment sur le choix d'une techno multiplateforme. C'est-à-dire comment choisir entre Flutter, React Native, Kotlin multiplateforme C'est un peu pareil, je pense. L'une des premiers trucs à se dire, c'est aussi l'équipe qu'on a. L'équipe, en passant par une ESN, on m'a dit non, Nicolas, pour l'instant on est un peu frileux sur Kotlin à l'époque d'Android natif, alors que fallait y aller direct, il n'y avait pas trop le choix, parce que l'ESN était une ESN basée sur Java, et du coup il y avait 40 personnes sur les 100 de l'open space qui faisaient du Java et qui maîtrisaient Java. Donc d'aller leur dire on va faire du Kotlin, ok, maintenant on a le recul de se dire Kotlin c'est la version améliorée, encore plus rapide à coder, etc. que Java, mais il fallait former les gens. Et en tout cas l'entreprise ne voulait pas faire ça, ou en tout cas se baser sur ça. Et il y a aussi des gens qui ont peur. Il y a moi qui te dis que ça ne me dérange pas d'aller vers tout, parce que ça va trop vite dans les idées dans ma tête, et ça ne me dérange pas d'utiliser une techno ou une autre, d'essayer des choses, etc. Mais il y a aussi des développeurs qui sont bien dans ce qu'ils font et qui ne veulent pas sortir de leur case. Et ceux-là, moi, je les comprends aussi. Ils ont besoin de se rassurer, et tous les jours, quand ils vont bosser, ils sont contents de faire, je dis une bêtise, mais du Java encore sur telle ou telle techno. Et pourquoi pas, il en faut vraiment pour que ça matche avec tout le monde. Mais il y a ça aussi, le fait que c'est aussi la base de l'entreprise qui va faire ça. Et une entreprise qui partirait from scratch, en vrai, elle va être guidée par le voisin qui a dit qu'il fallait mieux faire ça, telle ou telle techno.
Et des fois, il y a des gens qui viennent et qui ont choisi telle ou telle techno, et quand on leur demande, ils disent, bon, on sait pas. Et en vrai, bon, bah, si ça marche, tant mieux, quoi. Mais s'il y avait vraiment un vrai impact à la fin, bah, ils sont peut-être allés dans le mur, alors ils le savent pas encore, quoi. Et peut-être qu'ils vont dans le mur. Mais souvent, c'est parce que leur copain qui connaît leur a dit que c'était possible. Donc, tu acceptes le fait que toi, potentiellement aussi, tu vas peut-être dans le mur à cause de ton choix de techno. Peut-être, oui. Après, bon, je fais une appli de suivi des tortues. Oui, c'est pas... Non, mais après, j'ai des projets clients. Donc, je fais pas que des applis mobiles, je fais des applis web aussi avec. Bah oui, peut-être, mais je pense pas actuellement avoir des clients qui ont des projets qui vont aussi loin. J'ai fait des choses avec des objets connectés. Enfin, j'ai quand même exploré pas mal de choses. Du 100% hors ligne, j'ai fait une application qui est réellement 100% hors ligne. La tablette ne voit jamais le Wi-Fi. Et il y a une carte embarquée à l'intérieur, etc. J'ai fait quand même pas mal de choses. Et 100% Flutter. Et j'aime bien quand certaines personnes pensent que c'est du natif, parce que justement, ils se disent que niveau performance, c'était pas possible de le faire avec du cross-platform. Et que je dis, bah non, elle est faite en Flutter. Mais ouais, non, peut-être que oui, peut-être que moi aussi. Et puis, Flutter, comme toutes les autres technos, elles peuvent être abandonnées. Et on connaît ce qui arrive à certains produits Google. Si on prend là, moi je parle de Flutter, peut-être que dans 6 mois on n'en parle plus, parce que, enfin 6 mois, allez, 1 an, parce qu'ils vont avoir mis que Kotlin en avant. Là en ce moment, ils font vivre les deux, ils disent oui, bon, plutôt côté métier, aller sur Kotlin multiplateforme, plutôt côté UI, etc., aller sur Flutter. En vrai, si maintenant on peut tout adresser Kotlin multiplateforme, pourquoi on n'irait pas que vers ça, quoi. Tu évoquais à l'instant que tu as déjà eu des gens qui pensaient que ton application était native de par les performances. En vrai, le sujet en 2025, la performance en tant que telle, pour une application normale, lambda, qui est faite en multiplateforme, versus une native, il n'y a plus trop de différence. C'est-à-dire qu'on a connu effectivement une époque où tu sentais une différence de performance assez rapidement. Là, aujourd'hui, en fait, tu es incapable de déterminer si une app elle est faite en... Bon, il y a des petites astuces pour voir. Moi, j'arrive des astuces d'experts, quoi. D'experts, de dev, oui. Moi, je vois une appli Flutter, j'ai le nez de me dire, comme maintenant, quand il y a les trucs, est-ce que c'est de l'IA ou pas? Moi, les applis Flutter, je les trouve. Mais c'est pas des petites astuces, parce que oui, on sait comment c'est fait derrière. Mais, ouais, moi, on m'a fait la réflexion... je sais pas trop pourquoi, parce qu'effectivement, sur des histoires de listes, de formulaires, de la performance, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est peut-être, justement, ça prouve que les gens, ils s'enferment dans un truc en disant « moi, je veux faire du natif pour la performance ». Et quand on creuse un peu, en vrai, leur appli dans leur boîte, elle pourrait être faite en cross-platform, parce qu'ils sont enfermés dans des trucs. Et c'est dommage, quoi. Parce que moi, je m'en fiche. Si à un moment, justement, et il y a certainement des cas, mais qu'on me montre un cas hyper précis où là, je me dis, oui, carrément, faut faire du natif. Mais après, les technos cross-platform, alors je ne sais pas pour React Native, etc., en profondeur, mais on peut faire du natif. On peut aller faire du FFI, etc., pour Flutter, par exemple, et aller faire du natif avec du Bluetooth pour iOS, etc. Et donc, là, c'est pas l'histoire de performance, c'est l'histoire d'accès que, par exemple, iOS ne permet pas de... Alors, je dirais peut-être une bêtise, mais de certaines fonctionnalités liées au Bluetooth ne sont pas accessibles, il faut forcément passer par du natif. Mais en vrai, c'est pas une question de performance, c'est une question de Apple qui a encore bridé l'accès à ça. Mais si Apple donnait l'accès à ça, il n'y aurait pas de problème. Mais après, je connais moins, mais il y a peut-être des choses avec... mais c'est là où c'est un peu flou pour moi, ce sujet-là, avec tout ce qui est blockchain, etc., et qu'il y aurait des choses qui seraient moins possibles de faire au niveau performance avec des outils cross-platform. Mais je ne vois pas en quoi, et c'est quelque chose qu'on m'a sorti un jour, mais j'aimerais bien creuser justement la blockchain, on est sur un autre environnement. Mais du coup, c'était le seul espèce d'exemple qu'on a essayé de me donner pour me dire, là, il y a besoin. Non, en plus, il n'y a pas besoin. Mais il y a certainement des exemples, mais là, c'est moi une méconnaissance de ma part d'un sujet vraiment particulier où on me dit si là t'as pas le choix que de faire l'appli en natif et c'est tout, quoi. Ok. Donc du coup tu découvres Flutter en même temps que tu fais cette application que tu maintiens depuis 3 ans. Maintenant tu donnes des cours en Flutter. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu as pu faire? J'imagine qu'il y en a quand tu as commencé. Ça a été quoi pour toi les plus grosses erreurs que tu as pu faire en Flutter? Est-ce qu'il y en a qui ont été quasi impossible à récupérer ou au final tu as réussi à tout
À tout récupérer. En fait, l'un des premiers trucs déjà, c'est que quand je découvre Flutter, je fais le truc qu'il ne faut pas faire, c'est tout mettre dans le même fichier. Mais ça, peu importe le Oui, langage. ça c'est vrai partout. Ça. C'est le truc qu'il ne faut pas faire en général, mais que je fais parce que je veux découvrir et que ça m'amuse de découvrir. Je veux aller vite, je veux tester. Puis bon, on verra plus tard pour faire ça proprement. Ça, c'est toujours ça. Enfin, en tout cas, ça peut l'être au début. Et puis, c'est après qu'on se rend compte plus tard. Maintenant, Nicolas essaye d'appliquer quand même un truc, soit une arborescence déjà de dossier, une architecture logicielle que tu pouvais appliquer en Android, dans d'autres projets avant, fais-le maintenant. Et il y a un truc qui est marrant, c'est ce fameux main.dart qui avait je ne sais pas combien de milliers de lignes, je pense, parce que certains widgets, ça peut aller très vite. Et que j'avais testé et je voulais voir si mon appli marchait et que j'avais même pas cherché à découper ni rien et que un collègue me dit quelqu'un de la communauté Flutter de Nantes me dit regarde mon code, parce que je lui demande, je lui dis ah là ça marche pas, aide-moi si tu peux m'aider. Il dit ouais, et là il dit je t'aiderai pas. Il dit t'as vu le nombre de lignes que t'as, c'est mort. Il dit tu changes ça et après je pourrais t'aider quoi. Tu redécoupes ça correctement et après je pourrais t'aider. Non, il y a ça, mais ça, je veux dire, c'est pour tout le monde. Mais ça se rattrape rapidement. Puis avec tous les IDE, etc., on peut rattraper ça facilement, tout bien redécouper les widgets, justement. Ouais. Avec Flutter, tout est widget au niveau de lui, donc bien tout découper. Appliquer une architecture logicielle, c'est largement faisable aussi. Encore plus là, maintenant, où récemment, il y a carrément des packages qui, avec des terminaux, permettent de directement créer les arborescences de dossiers pour venir y mettre une architecture logicielle particulière. Mais moi, il y a un gros point. Au début, je ne connaissais pas. Il y a un gros truc en Flutter, c'est la gestion d'état. Et la gestion d'état, je ne savais même pas ce que c'était, parce que j'avais pas dû suivre le bout de tuto qui parlait de ça. Ouais. Et j'ai fait une appli où à la base, il y a ce qu'il faut dans le SDK de Flutter pour faire de la gestion d'état. Jusqu'au moment où il a fallu que je fasse, je crois que c'était sur des filtres, et mes filtres au début étaient assez simples, commencent à évoluer où je peux filtrer sur tout ce que je fais comme genre d'observation, des dates, des machins, donc qui commence à être plus complexe, donc besoin d'un nouvel écran, donc besoin de découper ce gestion d'état d'un côté, de gestion de filtre, et de l'appliquer sur la carte ou sur des tableaux, etc. Et là, ça marche pas comme je veux quand je clique. Et à ce moment-là, quelqu'un me parle justement de la gestion d'état et je découvre la gestion d'état. Et c'est très marrant parce que quand je donne mes cours, je leur explique ça, alors pas dès le début, je fais les bases de Dart, etc. Mais au bout d'un moment, j'arrive à ça et je leur dis que c'est très important. Je leur dis pas que moi, j'ai fait la connerie, mais j'aime bien leur dire, oui, ça c'est hyper important parce que si vous ne faites pas ça, vous vous rendez pas compte parce que là, votre projet est assez simple, mais quand il va commencer à se complexifier, même si moi, je peux me dire qu'il n'est pas complexe, mais en vrai, je dois avoir une bonne dizaine d'écrans et des widgets, j'en ai des centaines, et des gestions d'état, c'est pareil, vu tout ce que fait l'application. Il y a besoin, oui, de venir mettre un ordre, et donc ce genre de choses-là, effectivement, j'aurais bien aimé le savoir dès le début. Après, tu demandais est-ce que c'était facilement rattrapable? Oui. Depuis, dès que j'ai découvert toute la gestion d'état, tous les packages qui avaient de gestion d'état, que j'ai choisi celui que moi je voulais intégrer dans mon appli, j'ai tout mis à jour et j'ai pas eu pas de douleur particulière. Après, si je peux continuer là-dessus, il y a un autre truc qui peut être, qui est négatif. C'est positif, mais c'est négatif. C'est que Flutter, c'est c'est open source. Et il y a la communauté Flutter qui crée des packages. Donc il y a l'équipe de Google Flutter qui travaille sur le SDK au quotidien, qui fait les mises à jour quand ils peuvent, etc. Et de plus ou moins ce qu'on a envie d'avoir. Et puis à côté, pour tout ce qui manque, ou alors même pour le côté UI, pour aller plus vite, etc., il y a des packages qui ont été créés. Et donc c'est bien parce que ça peut aller très vite, mais c'est pas bien parce que derrière c'est des humains. Et si l'humain s'arrête de travailler sur ce projet-là, on a un projet qui se termine. Donc moi, ce que j'aime bien dire aux étudiants, justement, c'est quand on va voir les packages, il y a des signes, il faut regarder la dernière fois où il a été mis à jour. Et justement, il y a des packages, par exemple, de bases de données locales, de sauvegarde en local, qui ne sont plus mis à jour depuis bientôt 2 ans ou 2 ans et demi.
Sauf qu'il y a 2 ans et demi, c'était l'un des packages les plus utilisés. Et que moi, j'ai intégré. Et qu'on se retrouve, alors c'est bien, on peut forker, mais on se retrouve avec des forks de partout. Et on peut se retrouver parfois, et c'est là où ça peut devenir compliqué, avec des forks de quasiment tous les packages. Parce qu'en vrai, si les gens n'ont pas continué, il faut forker, ou alors si les gens ont laissé tout de dispo, on peut venir travailler dessus. C'est rarement le cas. Du coup, oui, on se retrouve avec un fork de la communauté sur plusieurs packages qui ont été faits. Ou alors même, moi je le fais pas parce que je suis pas assez gros et j'ai pas ces contraintes-là. Mais il y a des entreprises qui ont forqué certains packages pour les mettre avec ce qu'ils ont besoin au niveau, je sais pas, je veux dire un truc très basique, mais niveau sécurité, peut-être des choses à appliquer qui ne sont pas dans le package, mais ils ont besoin de la base de ce package-là. Ils l'ont forqué et on peut rapidement se retrouver avec ce genre de choses-là. Ouais. Après, c'est pas grave si on a l'équipe pour maintenir, etc. Mais par contre, on peut se faire piéger. Et surtout, si on n'est pas tout le temps au goût du jour, tout le temps à faire attention à ça, on peut laisser passer justement ce package-là communauté, on peut le louper. Et si on n'est pas à suivre au quotidien, et se retrouver à avoir, et ça m'est arrivé, c'est pour ça que je dis ça, à avoir une mise à jour d'Android qui dit, non, là, il y a besoin de faire ça, et ce package-là, il est touché par ce truc-là qu'il faut changer. Et si vous ne le changez pas avant le mois de novembre, ça ne marchera pas sur le store. Vous aurez pu, l'appli ne sera plus visible. On se dit, comment c'est possible que ce soit pas à jour? Ah, le package a été mis à jour il y a 2 ans et demi. Ah, il y a une version par la communauté. Bon, voilà. Et on se retrouve, alors pas à prendre du retard parce que ça va, parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements, mais ça pourrait être pire. Ça pourrait justement que la communauté ait fait des choses, mais qu'il y ait des méthodes qui aient changé, et puis d'avoir du code qui devient obsolète, etc. Et que ça devienne très compliqué, quoi. Mais ça, c'est vrai Partout. dans à peu près tous les projets open source, où tu as l'impression que Flutter, de part, comme tu disais tout à l'heure, Google, ils ont Kotlin multiplateforme et Flutter, tu as l'impression que Flutter est un peu plus concerné par cet abandon de certains projets, plus que peut-être d'autres open source. Je sais pas. Du coup, moi, je suis vraiment... c'est parce que je pense que c'est toujours parce qu'on est dedans qu'on se rend compte. C'est un peu comme le coup des médias. Tant qu'on ne nous parle pas d'un truc, on n'en a jamais entendu parler. Je pense que justement, des gens qui nous écoutent, qui n'ont jamais entendu parler de Flutter, s'ils ne sont pas sur Twitter ou n'importe quoi à regarder ces mots-clés-là, je pense qu'ils n'ont jamais entendu parler de ce problème-là. Enfin, ces problèmes-là, c'est ce genre de choses qu'il peut y avoir, quoi. Donc je pense que non, je n'ai pas assez de recul sur d'autres choses qui sont open source. Enfin, je sais ce qui s'y passe, mais je ne suis pas vraiment en détail dedans, au point de savoir les packages qui sont suivis, etc. J'ai beau faire maintenant, essayer de faire un petit peu justement des nouveautés dans d'autres technos. En vrai, si on me dit qu'il faut utiliser tel package, je ne regarde même pas qui c'est ni rien. Là, je regarde parce que c'est Flutter et que je suis dedans et que du coup, ça me fait marrer de voir que y a des vrais gens et de limite pouvoir rencontrer ces gens-là, etc., discuter avec eux, tout ça. Mais en vrai, je ne sais pas pour les autres technos. Pour terminer, comme tu nous disais tout à l'heure que tu as refait cette application dans plusieurs technos pour les expérimenter, si tu devais la refaire aujourd'hui, tu utiliserais avec quel techno? Si, j'ai une réponse. si, ça va pas aller avec ce que j'ai dit de LinkedIn tout à l'heure, mais en vrai, si il commence à y avoir Kotlin multiplateforme, il commence pas, elle existe. Ils ont commencé à... Il y a vraiment le vent en poupe, il pousse fort dessus. Il pousse, et puis si maintenant on peut faire par exemple distribuer sur iOS, etc., et ce qui a l'air d'être bon, et je sais pas si c'est encore en prod, je pense. Ah oui, non, ça en vrai, voilà, la réponse c'est ça, parce que moi je l'avais fait en Flutter parce que Kotlin multiplateforme n'existait pas. Moi j'aimais Kotlin, plus que par exemple Dart, où justement il y a des fois des manques. Après ils ont rattrapé, mais il y a des fois des trucs où je me disais en Kotlin c'était pas mal, même si là Dart il rattrape des choses, mais Kotlin pourquoi pas, quoi. Et oui, en Kotlin multiplateforme actuellement, c'est ce que je ferais. Je sais qu'il y a un autre framework qui est sorti, mais qui est pour moi beaucoup trop niche pour l'instant. Je sais pas si tu as entendu parler, c'est Lynx.js par TikTok. Ah non, voilà, ça arrive dans le game et ils ont sorti ça. J'ai justement un collègue de Flutter Nantes qui a fait des conférences là-dessus pour montrer qu'il y en avait un nouveau qui arrivait. Et on ne sait pas, ça se trouve dans 6 mois, 1 an. Après, ça reste un produit qui vient de Chine. Qu'est-ce qui va se passer? Comment il va être adopté chez nous? J'ai l'impression que c'est quand même plutôt rare qu'ils exportent les choses. Ça va peut-être marcher chez eux,
mais comme ils vont rester en vase clos, peut-être que ça va pas marcher chez nous. Et après, les frameworks JS, il y a tellement de frameworks JS qui sortent qu'au bout d'un moment... faut voir, parce qu'après, ils l'ont fait justement pour TikTok, etc., principalement pour le mobile. Cross-platform quand même, mais faut voir comment ça évolue. Mais là, actuellement, pour la question, clairement, Kotlin multiplateforme, avec grand plaisir, même si j'aime bien dire des fois que je n'aime pas voir des gens qui donnent juste des arguments pour les fameux avoir des vues et tout sur des réseaux sociaux. J'aime pas ça, mais après, le techno ou l'autre, pourquoi pas. Je vois. Écoute, merci beaucoup Nicolas pour cette conversation. J'ai 2 questions pour toi qui sont les questions rituelles du podcast avant de terminer. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditoristes ? J'avais pas trop réfléchi. Qu'est-ce que je pourrais partager ? Ça peut être un contenu tech ou non tech, le dernier truc que tu as kiffé ou la dernière formation de langage que tu as apprécié, je sais pas. Non, j'aurais envie de dire... qu'est-ce que je peux partager ? Un truc tech que j'ai écouté, c'était le podcast. Ok. Sur la MCP. Exactement. Ok, t'as le droit de recommander l'épisode sur la MCP. Hein. Voilà. Top, merci beaucoup. La dernière question, qui est la question la plus importante de ce podcast. Nicolas, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Alors, je sais que normalement, il faut répondre l'un ou l'autre, mais c'est vrai qu'avec les nouveaux outils, les nouveaux IDE, moi, c'est plutôt CTRL-ALT-L ou commande-ALT-L, où l'indentation se fait automatiquement. Donc, j'ai plus l'habitude de mettre des espaces ou des tabulations. Je vois. Ce qui veut dire qu'indirectement, tu es plutôt tabulation. Parce qu'en fait, en général, c'est-à-dire qu'il y a les puristes qui font leur indentation, entre guillemets, à la main, et ceux qui utilisent un raccourci comme tabulation pour indenter plus rapidement. Après, Flutter fait que certains fichiers sont très sensibles à ça, et parfois on fait espace dans le pubspec.yml pour les dépendances. Donc, allez, peut-être un peu des deux. Ça marche très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez apprécié déjà surtout, et puis partagé ces deux points clés. Donc le fait que nous sommes des personnes qui avons des compétences particulières qui peuvent avoir un impact direct sur le monde, et idéalement essayer de les mettre au service d'une vision du monde avec laquelle vous êtes la plus alignée. Je me doute qu'en disant ça, il y a de toutes les opinions qui existent à travers des développeurs, bien évidemment. Mais il n'empêche, soyez alignés avec vous-même, profitez du fait qu'on a ce pouvoir-là, on a cette capacité-là. Donc mettez votre talent au service d'un monde qui serait plus représentatif de votre idéal, bien évidemment. Et puis pourquoi pas essayer Flutter, même si on pourrait croire que Kotlin est en train de gagner peut-être une bataille ou pas. Mais ça vaut toujours le coup. Et j'aime beaucoup cette idée aussi que tu évoquais tout à l'heure, parce qu'en fait j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec des personnes un peu plus jeunes qui me demandaient comment faire pour apprendre de nouvelles techno. Et en fait moi j'avais cette même approche que toi. Moi mon go-to application que j'avais, c'était un gestionnaire de librairie de DVD. Parce qu'à l'époque on avait encore des DVD et moi j'en avais plein que j'avais obtenu de manière plus ou moins licite. Et donc je me faisais une application que j'ai fait dans plein de langages différents. Parce qu'en fait, ça que quand tu maîtrises bien le truc pour aller apprendre de nouvelles techno, je trouve que c'est hyper pratique. Puis si on a un sujet qui nous anime, moi c'est ce que je leur dis en cours. J'aime bien. Après, des fois ils sont un peu trop à chercher et ils n'ont pas d'idées. Donc je suis là pour leur donner des idées parce que moi j'en ai plein. Mais s'ils ont leur propre truc, c'est là où ils sont meilleurs et ils vont jusqu'au bout. Et ils me sortent des applis où je leur dis on la met sur le store. Parce qu'en vrai, donnez-vous, il faut avoir une idée de projet et il n'y a que ça qui peut vous aider à le faire. Et surtout, en fait, ça va vous amener des contraintes. Et les contraintes font que, faut quoi ? Faut faire un splash screen. Ah, c'est quoi un splash screen ? Qu'est-ce que je mets dedans ? Je vais chercher, mais je sais qu'il faut faire ça. Après, je vais faire le onboarding pour expliquer mon appli. Je fais une appli de gestion des DVD, il me faut une liste, une machin. Ah, je découvre ça, et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Alors que si on n'a pas de sujet principal, on n'a pas de fil rouge, et là, on se perd. Exactement. Donc voilà, choisissez votre petit projet, explorez plein de techno, et lancez-vous, parce que c'est aussi ce qui fait que notre métier est formidable. Je vous remercie aussi, comme toujours, de partager ce podcast autour de vous. N'hésitez pas à aller checker les liens dans la description de cet épisode pour aller voir aussi le Tipeee de l'épisode si vous voulez contribuer à ce podcast pour l'aider aussi à agrandir. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien.
Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.